Afro. Afro. Afro Afro-time. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question qui interpelle vraiment à la lecture des documents qu'on a consultés. Pourquoi est-ce que la mémoire collective de Léopold II, le roi des Belges, semble si différente de celle, par exemple, d'un Hitler? Oui, c'est frappant. Les sources mentionnent des estimations assez vertigineuses, jusqu'à 15 millions de morts au Congo sous son règne personnel. Exactement, 15 millions. Alors que pour Hitler, on parle d'environ 6 millions de victimes de la Shoah. Les documents se demandent s'il n'y a pas un biais, peut-être lié à qui étaient les victimes. C'est une question troublante. Absolument. Alors pour y voir plus clair, on va se plonger aujourd'hui dans l'histoire de l'État indépendant du Congo, cette période de 1885 à 1908. C'est ça. Et il faut bien préciser, comme le font les sources, que ce n'était pas une colonie belge à ce moment-là. Non, c'était la propriété personnelle, privée de Léopold II. Notre but, c'est de comprendre, à travers ces documents, des rapports d'époque, des analyses historiques, comment ce système fonctionnait. Quelles en ont été les conséquences dévastatrices, on peut le dire, et quel héritage ça nous laisse aujourd'hui? Tout à fait. Alors, pour commencer, comment Léopold II a-t-il mis la main sur ce territoire immense? Les sources parlent d'un vernis civilisateur. Oui, c'est le terme. Officiellement, à la conférence de Berlin en 1885, il a présenté ça comme une mission humanitaire. Il fallait, disait-il, combattre l'esclavage pratiqué par les Arabes dans la région, apporter le progrès, la civilisation. La fameuse mission civilisatrice. Exactement. Mais en réalité, les documents sont assez clairs là-dessus. C'était avant tout une entreprise personnelle. Léopold II visait l'enrichissement. Il y avait d'énormes ressources naturelles là-bas. Le caoutchouc, notamment? Surtout le caoutchouc, oui. Sa demande explosait à l'époque, avec l'industrie automobile naissante, les pneus et aussi l'ivoire. C'était une mine d'or potentielle. Et pour exploiter cette mine d'or, les méthodes utilisées, les sources décrivent un système basé sur le travail forcé, c'est ça? Totalement. Le système reposait entièrement là-dessus. Il fallait collecter l'ivoire et surtout le caoutchouc sauvage dans la forêt. Et pour ça, on a forcé les populations locales. Comment est-ce qu'on les forçait concrètement? La brutalité est souvent mentionnée? Les sources décrivent un régime de terreur, vraiment. Des quotas de récolte de caoutchouc étaient imposés au village. Des quotas souvent irréalistes. Et si les quotas n'étaient pas atteints? Alors, c'est là qu'intervenait la force publique. C'était l'armée privée de Léopold II, composée d'officiers blancs et de soldats africains recrutés de force ou mercenaires. Leur méthode était d'une brutalité inouïe. C'est-à-dire? Prise d'otages, par exemple. On capturait les femmes et les enfants pour obliger les hommes à aller récolter le caoutchouc. Il y avait les châtiments corporels, la torture, et puis il y a cette pratique terrible des mains coupées. Oui, ça c'est l'image tristement célèbre qui est restée. Oui, couper les mains des vivants comme punition, ou ramener les mains des morts pour prouver qu'on n'avait pas gaspillé les munitions. Les témoignages et les photos de l'époque sont accablants, sans parler des exécutions sommaires, des villages incendiés, des massacres purs et simples. Un système de terreur. Et les conséquences humaines. On revient à ces chiffres, jusqu'à 15 millions de morts, c'est presque la moitié de la population estimée à l'époque. Oui, le bilan est absolument catastrophique. Et ces morts ne sont pas seulement dues au meurtre direct, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire? Le travail forcé épuisait les gens, ils ne pouvaient plus cultiver leurs propres champs pour se nourrir, donc il y a eu des famines terribles, les déplacements forcés de population, les conditions de travail épouvantables ont favorisé la propagation de maladies. La maladie du sommeil, par exemple, a fait des ravages. C'est un effondrement démographique complet. Et au-delà des morts, les sources parlent aussi de destruction culturelle, sociale. Oui, c'est fondamental. Ce régime a brisé les structures sociales existantes, les systèmes politiques locaux, les cultures. Certains analystes parlent d'ethnocide, la destruction de l'identité d'un peuple. Le traumatisme laissé par cette période est profond. Il se transmet de génération en génération. Comment est-ce que ça a pris fin alors? Cet État indépendant du Congo? Ça n'a pas pu durer éternellement, heureusement. Au début du XXe siècle, des voix ont commencé à s'élever contre ces atrocités. Il y a eu des missionnaires, des journalistes. Le rapport Casemont est souvent cité, non? Oui, le rapport du consul britannique Roger Casemont en 1904 a été un électrochoc. Il a documenté de manière très précise les horreurs commises. Et puis il y a eu la campagne menée par Edmond Denis-Morel, un employé d'une compagnie maritime qui avait découvert le pot aux roses. Il a compris qu'il n'y avait que des armes qui partaient pour le Congo et que seuls le caoutchouc et l'ivoire revenaient. Exactement. Il a monté une campagne internationale très efficace, la Congo Reform Association. La pression est devenue énorme sur Léopold II. Et donc, il a cédé.
Il a été forcé de céder, oui. En 1908, il a transféré sa propriété personnelle à l'État belge. L'État indépendant du Congo est devenu le Congo belge. Est-ce que ça a vraiment changé les choses? La Belgique prend le contrôle, la situation s'améliore. Alors oui et non. C'est nuancé. La reprise par la Belgique met fin aux excès les plus barbares, à l'arbitraire total du régime léopoldien. C'est indéniable. Mais Mais l'exploitation coloniale continue, sous une forme plus administrative, peut-être moins ouvertement sanglante au quotidien, mais la logique d'extraction des richesses et de domination raciale perdure. Le travail forcé ne disparaît pas complètement du jour au lendemain, les discriminations sont institutionnalisées. donc, la fin de l'État indépendant n'est pas la fin du système colonial. Non, pas du tout. Et c'est cet héritage complexe qui est au cœur des débats aujourd'hui en Belgique et ailleurs. Pendant très longtemps, ce passé a été, minimisé, voire un peu caché sous le tapis en Belgique. On préférait parler de l'œuvre civilisatrice. Et maintenant, ça ressort. Oui, depuis quelques années, surtout, il y a une vraie prise de conscience, un débat public sur la reconnaissance de ces crimes. On parle des excuses officielles, le roi Philippe en a présenté en 2020. On débat du sort des statues de Léopold II. Faut-il les enlever, les expliquer? Et puis, il y a la question très sensible des réparations. Donc, pour résumer un peu ce que nous disent ces documents, on a eu au Congo un régime colonial personnel, celui de Léopold II, d'une brutalité absolument extrême. Caché derrière un discours humanitaire. Exactement. Un régime responsable de la mort de millions de personnes et d'une destruction sociale et culturelle massive. Et un passé qui a été longtemps occulté en Belgique, mais qui revient en force aujourd'hui dans les débats publics. Ce qui nous ramène à notre question de départ, soulevée par les sources. Oui, cette différence de perception, de mémoire entre Léopold II et d'autres figures historiques associées à des morts de masse. Pourquoi? Est-ce qu'il y a, comme le suggèrent certains textes, un deux poids, deux mesures mémoriel selon que les victimes soient européennes ou africaines? C'est une question qui reste ouverte. Et les documents insistent sur le fait que regarder ce passé en face, lucidement, est essentiel pour construire des relations futures plus saines. Et ça amène une dernière réflexion, peut-être pour nos auditeurs. Au-delà des gestes symboliques, qu'il s'agisse des excuses ou du déboulonnage des statues, comment est-ce qu'une reconnaissance vraiment honnête, complète de ces chapitres aussi sombres de l'histoire peut nous aider concrètement à, comme le disent les sources, décoloniser les esprits Vaste question. et à construire des relations plus justes, plus équitables entre les nations aujourd'hui? C'est une interrogation profonde, je trouve, que ces lectures nous laissent.